Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 82e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le vendredi 25 août et je suis parti de Tarabella pour me rendre jusqu'à Triacastella pour un total un peu plus de 41 km. Alors, je suis très heureux de vous faire cette vidéo aujourd'hui, bien que je suis toujours heureux de vous faire la vidéo de compte-rendu. Mais je suis content pour plusieurs raisons. La première étant que je ne vais pas devoir me battre avec le soleil pour réussir à faire la vidéo à la lumière du jour. J'ai un petit peu de marge là. La seconde raison, c'est l'endroit où je me trouve. J'avais décidé ce matin que je ferais cette vidéo de compte rendu ici et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai choisi spécifiquement cet endroit. Et l'autre raison, c'est parce que la journée d'hier était vraiment agréable pour moi et j'ai beaucoup de plaisir à vous la partager. Alors hier, je me suis réveillé au camping à Tarabella où la veille, j'avais rencontré pour la seconde fois de la journée le cycliste Robert avec qui j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à discuter. Je me suis réveillé vers 7 h du matin, j'ai de nouveau pas spécialement beaucoup dormi. Mais voilà, j'ai profité au matin, j'ai pris mon temps, j'ai fait une dernière petite lessive avant de quitter le camping, j'ai petit déjeuné, je me suis détendu puisqu'après avoir discuté un petit peu avec Robert qui était prêt avant moi et juste après son départ, j'ai passé je crois 2 h 30 ou 3 heures assis dans l'herbe en tailleur une fois que ma tente était repliée pour juste profiter et savourer le moment. J'étais bien dans ce camping et voilà, j'avais envie de profiter, donc je suis resté plusieurs heures, ce qui fait que je suis parti du camping, il était 11 h 30. Alors j'étais content hier parce que j'allais monter en haut du col Ocebreiro, ce qui a fait un petit dénivelé positif, je crois, de 700 ou 800 mètres pour monter aux alentours des 1330 mètres d'altitude. Alors c'était très chouette puisque j'avais quand même fait plusieurs centaines de kilomètres sur des longues lignes droites de solitude et des longues lignes droites toutes plates. Et j'étais content d'escalader un petit peu, j'aime bien ça. Mais j'étais aussi content puisque arriver à Ocebreiro, ça voulait dire passer en Galice. Et arriver en Galice, ben déjà ça voulait dire que j'avais passé les derniers cols avant d'aller vers la dernière ligne droite en direction de Santiago. Mais ça voulait dire aussi un changement de décor. La Galice c'est très différent. Vous voyez déjà derrière moi, c'est beaucoup plus vert. C'est beaucoup plus vert parce que le temps est très variable ici et qu'il pleut beaucoup plus. Ça me fait d'ailleurs penser à mon arrivée dans les Pyrénées ou directement en arrivant dans les Pyrénées. Vous voyez les Pyrénées, c'est bien vert. Ben oui, c'est bien vert parce qu'il pleut pas mal. Et voilà, donc je suis monté en haut d'Ocebreiro, j'ai commencé à monter, je crois qu'il devait être quelque chose comme 13 h 30 et je crois que j'ai fait une petite pause repas dans le courant de la montée et je suis arrivé en haut, il devait être 14 h 30, 15 h, quelque chose comme ça. J'ai pris un petit café en haut, la vue était absolument magnifique, une vue sur les collines de Galice, c'était vraiment un bel endroit. En partant d'Ocebreiro, ben, je ne sais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais il se trouve que j'avais une énergie vraiment incroyable et que je marchais tout seul, dans le sens que je sentais absolument pas ma marche, j'étais pas fatigué du tout, j'avais le pas léger, disons ça comme ça, j'avais le pas léger. Bon, c'est probablement l'approche de Santiago, le changement de décor, il faisait beau aussi, bien que ça n'a pas duré longtemps, puisque je pense qu'après 3 km en Galice, je me retrouvais dans les nuages, j'étais encore à 1100 mètres d'altitude et j'étais dans les nuages, donc j'ai directement vu le changement de décor. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier, ça me faisait un petit peu penser à l'Irlande. Après quelques kilomètres, j'ai dû grimper une côte assez impressionnante. Alors elle faisait qu'une centaine de mètres de long en dénivelé, je sais pas, mais c'était peut-être une centaine ou peut-être 200 mètres de marche grand maximum, et une côte vraiment forte qui était en petit gravier tout fin. Et j'ai vraiment eu du mal à monter, j'étais vraiment presque à l'arrêt en la montant, c'était assez rigolo et dur à la fois. Et il se passe qu'en arrivant en haut, j'ai eu une belle surprise puisque plus j'approchais de la fin de cette côte et plus je voyais se dessiner comment dire, le nom d'une auberge sur une pancarte, et j'arrivais directement à la fin de cette côte sur la terrasse d'une albergue. Et quelle ne fut pas ma surprise qu'en arrivant à cette terrasse, ben, je vois arriver, qui était prêt à s'asseoir à une table, eh bien Robert, le cycliste, qui avait décidé de s'arrêter là et de passer la nuit dans cette auberge. Alors vous me connaissez, je ne suis pas du genre à respecter quelque sorte de timing que ce soit, donc il était hors de question de continuer directement. Alors ça m'a fait penser à une petite anecdote d'enfance. Quelque chose qui arrivait assez souvent dans ma vie, très souvent pendant mes périodes d'examen où j'étais censé étudier dans ma chambre quand j'étais adolescent. Et très souvent quand j'étais censé étudier, eh bien, il y avait un copain qui venait me voir parce qu'il avait besoin d'aide pour un problème informatique ou bien parce qu'il avait des problèmes avec sa petite amie et qui voulait m'en parler. Et je donnais toujours priorité
à ses amis qui avaient besoin de moi plutôt qu'au fait d'étudier. Mon père avait une expression pour ça, il disait qu'un chat avec un chapeau qui passait et j'étais perturbé et je perdais toute concentration. Alors à l'époque, je ne comprenais pas bien cette expression puisque je me disais dans ma tête, mais non papa, enfin c'est pas un chat, c'est Pierre et c'est pas un chapeau qu'il a, c'est une casquette. Alors je comprenais pas. Je vous rassure, avec les années qui sont passées, j'ai compris ce qu'il voulait dire et il avait tout à fait raison. Moi, un chat avec un chapeau qui passe et je laisse tomber ce que je fais et je m'occupe du chat avec le chapeau. Et il se trouve que sur les chemins, et c'est dans les chemins de Compostelle particulièrement, ben, il y a plein de chats avec des chapeaux. Ben, il se trouve que apparemment j'aime beaucoup ça. Et du coup, ben là, mon chat avec le chapeau, c'était Robert. J'ai directement arrêté ma marche. Je me suis assis avec lui, je me suis pris une petite boisson sucrée et j'ai papoté avec lui pendant 1 heure. Donc c'était de 19h30 à 20h30, je pense. Je voulais encore marcher après. Je vous avoue que j'ai eu une petite hésitation de rester dans cet alberguet. Mais de fait, je venais de passer une nuit dans un camping où j'avais eu tout le luxe du camping. Mes batteries étaient chargées, mon linge avait été nettoyé. Donc, j'avais vraiment rien besoin de plus et j'avais envie de faire du bivouac. Donc, après un peu plus d'1 heure de discussion avec Robert, j'ai repris ma marche. Donc, forcément, ben, le soleil n'avait pas tardé à se coucher. Et juste avant qu'il se couche, ben, j'ai décidé de tenter de faire ma vidéo de compte rendu. Et à peine je l'ai commencé, qu'un couple est passé par là, un couple de randonneurs, des pèlerins. Et j'ai arrêté ma vidéo en me disant: «Je vais la faire dans un instant». Il se trouve qu'on a papoté plus que prévu. Alors, il s'agissait de Timon et Louise, qui sont d'origine d'Allemagne, qui vivent en Scandinavie et qui ont habité également dans d'autres pays. Ils ont eu comment dire, une vie assez mouvementée. Ils ont essayé d'habiter dans plusieurs pays. C'était vraiment très intéressant de discuter avec eux de tout ça. Mais ce qui m'a marqué chez eux, dès que je les ai vus, c'est le matériel qu'ils transportaient sur le dos. Vous savez, quand vous avez fait autant de kilomètres sur les chemins de Compostelle, que vous avez croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pèlerins, vous voyez directement aux habits, au type d'équipement qu'ils ont, quel type de pèlerin c'est. Est-ce qu'ils font porter leur bagage? Ça se voit tout de suite, ils ont des petits sacs où il y a quasiment rien dedans parce qu'ils ont juste le casse-croûte et la bouteille d'eau de la journée. Est-ce qu'ils sont tout propres avec des vêtements bien repassés? Est-ce qu'ils ont un sac à dos avec ce qu'il faut pour aller en auberge mais ils bivouaquent pas? Ou dans le cas présent, je voyais directement qu'ils avaient tout l'équipement pour bivouaquer. Donc ça m'a directement interpellé. Donc on a commencé un petit peu à discuter de ça, ils m'ont confié qu'ils bivouaquaient. Et alors je vous ai dit hier, ils ont éclairci un mystère qui allait probablement rester sans réponse, d'ailleurs que j'avais même littéralement oublié. Et dont je vous avais absolument pas parlé. Il se trouve que quand je suis allé à Cruz de Ferro, souvenez-vous, je vous ai dit que j'avais monté Cruz de Ferro de nuit et je vous ai dit que j'avais installé ma tente de nuit, qu'il pleuvait et puis il y a eu cette espèce de microclimat qui a fait qu'il faisait super bon, etc. Et j'étais tout seul sur le plateau. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Quand j'ai fait la vidéo, j'y ai pensé juste après. J'avais oublié de vous raconter un épisode. Et voilà, je ne refais pas mes vidéos parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Ça arrive souvent que je veux vous parler de quelque chose et je l'oublie. Donc je vous ai dit que j'étais tout seul sur le plateau, mais en fait, c'était pas vrai. Quand je suis allé à Cruz de Ferro, je me suis dit, comme très souvent, je vais arriver à un endroit où il n'y aura pas de pèlerins. Je suis le seul qui voyage de cette manière-là, ou quasiment un des seuls. Donc la probabilité que je croise un autre bivouaqueur en même temps que moi, c'est vraiment faible. Et du coup, c'est quasiment jamais arrivé que je croise d'autres bivouaqueurs là où je vais. Et en fait, il s'est passé que c'est qu'une fois que j'avais monté ma tente, je vous avais dit que j'avais coupé ma lampe frontale et que je profitais de l'endroit et de la luminosité très sombre pour observer la croix de Cruz de Ferro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai entendu un bruit et j'ai cru que c'était un animal et j'ai allumé ma lampe frontale pour essayer de voir de quel animal il s'agissait parce que le bruit était un peu bizarre. Puis le bruit s'est reproduit et là, j'ai compris qu'il s'agissait d'un bruit d'un humain derrière moi qui éternuait ou qui se raclait la gorge. Et je me suis retourné avec ma lampe frontale et en tournant ma tête, j'ai éclairé avec mon faisceau lumineux une tente qui était, comme moi, invisible dans le noir en fait. Donc j'avais pas du tout vu qu'il y avait une autre tente qui était déjà là. Moi j'étais arrivé à minuit 20, donc en fait ils étaient déjà installés. Et je me suis dit, chouette, d'autres ou un autre, ou une autre d'ailleurs, pèlerin ou pèlerine qui fait du bivouac, demain je les rencontrerai sans doute. Donc j'ai été dormir tard, je me suis levé à 7h15 du matin, mais à 7h15 du matin, la tente était plus là. Donc je ne savais pas du tout de qui il s'agissait.
et je me suis dit: «Beh, si ça se trouve, je rencontrerai jamais, cette ou ces personnes et le mystère ne sera jamais percé». Alors j'ai oublié de vous en parler parce que du coup, quand je me suis réveillé, la tante était plus là et j'ai un peu oublié l'histoire. Il se trouve qu'en discutant avec, Timon et Louise, je me suis rendu compte, que c'était eux et donc on avait déjà bivouaqué au même endroit. Donc on a un peu papoté, on a sympathisé. Je me suis vite rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points en commun, ne serait-ce que sur notre état d'esprit par rapport au chemin puisque, eux sont partis de Saint-Jean-Pied-de-Port avec pour objectif d'aller jusqu'à Santiago et ils le font un maximum en bivouac et en autonomie et ils le font à leur manière, avec leurs horaires. Parfois ils commencent tôt, parfois ils commencent tard, parfois ils finissent de marcher tôt, parfois ils finissent tard, parfois ils font pas trop de kilomètres, parfois ils en font plus. Enfin bref, ça vous rappelle, quelqu'un, c'est un peu ma manière de fonctionner. On s'est aussi rendu compte qu'au niveau de l'état d'esprit, on le faisait également dans un certain lâcher prise, une confiance en le chemin, aucune attente, ce qui nous permet d'être ouverts à tout ce que le chemin peut nous apporter. Enfin bref, on pratique cette randonnée, ce pèlerinage de la même manière. C'était vraiment un plaisir de les rencontrer. Après avoir un peu discuté, il faisait quasiment, nuit. Ils ont continué leur chemin et moi j'ai fait ma vidéo et puis voilà, le soleil s'est complètement couché. J'ai fait ma vidéo dans le noir, mais comme je vous dis tout le temps, je vais pas, stopper une discussion, une rencontre avec des gens pour mes vidéos, donc je fais ce que je peux. Donc désolé, la vidéo était dans le noir, mais le principal, c'est que je l'ai faite. Après avoir fait, la vidéo, il faisait littéralement noir. Donc je me suis retrouvé de nouveau, à faire, un petit bout de marche avec ma lampe frontale et j'en suis arrivé à me demander, qu'est-ce qui me distinguait à marcher là dans le noir le soir, des pèlerins que je vois, se lever super tôt le matin et marcher avec leur frontale. Le spectacle est le même, on voit pas grand-chose. C'est complètement différent. Il y a ceux qui se lèvent tôt le matin parce qu'ils ont peur et qui veulent arriver, tôt à l'auberge, qui veulent pas affronter les chaleurs et cetera. Et puis il y a moi qui vis dans l'improvisation, dans le lâcher prise total et qui parfois se laisse un peu, embarquer par le chemin, comme une feuille sur une rivière et qui voit un petit peu où ça le mène. Et la différence, elle est là. C'est accepter ce que le chemin offre et en profiter. Et je veux dire que l'expérience de marcher de nuit, ça reste une expérience vraiment sympa. C'est pas ce que je ferai tous les jours. En tout cas, je le ferai certainement pas pour éviter le soleil. J'aime beaucoup marcher en journée. Mais le fait de marcher là le soir, ça faisait vraiment plaisir. C'était vraiment des paysages intéressants. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo immersif. C'était vraiment très très particulier. Il se trouve qu'au bout de quelques kilomètres, je suis retombé sur Timon et Louise. Et sans trop même vraiment se poser de questions, on a commencé à marcher ensemble. J'ai ralenti le pas. On a continué à marcher ensemble et on trouvait tous que cette marche était vraiment agréable de nuit. Donc on ne s'est pas dit: «On va s'arrêter là, maintenant, tout de suite, parce qu'on doit aller dormir». Alors il s'est passé un petit événement que j'ai trouvé vraiment sympathique. C'est qu'à un moment, on a vu un arbre dans la pénombre, hein, qu'on éclairait avec nos lampes frontales, puisqu'on était tous équipés de lampes frontales et cet arbre a attiré notre attention. C'était un arbre avec un tronc extrêmement gros, avec des reliefs très particuliers, vraiment un arbre spécial et on s'est tous arrêtés pour regarder cet arbre et on a passé, je crois, un quart d'heure à observer cet arbre. Alors il se trouve qu'il y avait un petit panneau pas loin. Il s'agissait d'un châtaignier avec un âge estimé de 800 ans. Donc c'était pas rien. Imaginez le diamètre du tronc, il était juste énorme. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à aucun moment, un de nous trois n'a fait ressentir ou n'a dit quelque chose du genre: «Bon, on devrait y aller parce qu'il est temps d'aller dormir, il faut qu'on avance, il faut qu'on trouve un lieu pour aller dormir». Et ça, c'était génial parce que ça voulait dire qu'on était tous attirés par la beauté de quelque chose qui nous émerveillait et qu'on ne se posait pas de questions, on ne se stressait pas avec le fait qu'en fait, on devait trouver un endroit pour dormir puisque, il devait être 23h, 23h30, on n'avait aucune idée d'où on allait dormir et je trouve ça génial et c'était d'autant plus génial de le partager avec des gens qui le voyaient exactement de la même manière. Donc après avoir passé un quart d'heure, à observer un arbre, voilà, c'est ce qu'on fait nous, pèlerins à l'esprit ouvert et qui aimons, profiter des petites choses de la vie, on s'arrête parce qu'on a envie d'observer un arbre, c'est génial. Et ensuite on a continué à marcher, on a essayé de marcher encore quelques kilomètres, ce qui a fait que du coup ma marche de la journée a donné 41 kilomètres au total. Et puis on a traversé un petit village et là on s'est dit: «Bon, on va commencer à chercher un endroit de bivouac». Mais honnêtement, c'est pas si compliqué. Parfois il faut marcher 1 ou 2 kilomètres additionnels, le temps de trouver le spot qui convient. On a trouvé une prairie qui était écartée de tout, qui était, un peu au milieu d'une forêt comme ça, donc un endroit vraiment, vraiment discret.
Et c'était par contre une prairie vraiment très grande. Donc quand on est rentré dans la prairie, la première chose qu'on a fait, c'est se séparer et aller observer tous les coins de la prairie avec nos lampes frontales pour être sûr qu'il n'y avait pas dans un coin de la prairie un taureau dans un coin ou quelque chose comme ça, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais à un moment, j'ai fait la réflexion qu'en observant le sol, on ne voyait aucune fiente d'aucune sorte. Et ce qui me confortait dans l'idée que cette prairie n'abritait pas d'animaux. Donc après avoir fait une inspection des lieux, on s'est rendu compte qu'on était tout seul dans la prairie. Et cette prairie était en plus en contrebas du chemin. Elle était le long du chemin de Compostelle, mais en contrebas. Donc on était vraiment discret. On a monté nos tentes. Et puis voilà, après avoir papoté encore un petit peu, on a été dormir. Pour ma part, je sais que j'ai encore vu 1h30 sur ma montre avant de trouver l'endormissement et j'étais de nouveau réveillé à 5h20 du matin. Donc j'ai de nouveau pas beaucoup dormi, mais en plus, je dois vous le dire, j'ai vraiment très mal dormi. Il se trouve que cette prairie, elle était chouette dans le sens qu'elle était bien située, qu'elle était discrète, qu'on n'allait déranger personne, mais le sol était tout sauf plat. La position que j'avais choisie pour, enfin l'orientation plutôt que j'avais choisie pour mettre ma tente était certainement pas optimum, mais pour le coup, j'avais fait le repérage dans le noir. Je m'étais plus inquiété de voir s'il y avait rien qui risquait de percer mon matelas que de voir si le sol était vraiment top. Mais bon, à cette heure-là, on fait pas le difficile, on prend ce qu'il y a à prendre. Le principal, c'était d'avoir un endroit pour mettre la tente et de déranger personne. Et du coup, le résultat, c'est que j'ai très mal dormi. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit: «Aïe, aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer?» Mais je vous le dis directement, ça s'est très bien passé. J'étais plein d'énergie ce matin. Après un petit déjeuner et un café, j'étais reparti et ma marche d'aujourd'hui s'est extrêmement bien passée. D'ailleurs, se passe extrêmement bien puisque je ne vais pas encore m'arrêter ici. Voilà, donc une journée géniale avec des rencontres vraiment sympathiques et comme quoi, vous voyez, je ne désespérais pas, mais en même temps, j'avais aucune attente et quand on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu et on accepte ce que le chemin nous offre. Vous voyez qu'en n'allant pas systématiquement dans les auberges et en voyageant à sa façon, on rencontre quand même des gens et on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. Et ça, c'est peut-être, je trouve, le message important de tout ce que je viens de vous raconter, hein. C'est que je n'essaierai jamais de vendre à qui que ce soit le fait que voyager sur Compostelle doit être fait à ma manière. Certainement pas. Chacun doit le faire comme il le sent. Mais quoi qu'il arrive, si vous le faites à votre manière, vous allez faire les rencontres qui sont faites pour vous. Et ça, dans la vie, c'est vraiment important de comprendre. Vous allez attirer ce que vous devez attirer. Vous allez être confronté à ce à quoi vous devez être confronté. Vous allez rencontrer les gens que vous devez rencontrer. Et donc là, en voyageant à ma manière, ben oui, c'est vrai que j'ai pas forcément, comment dire, sympathisé avec énormément de pèlerins. Depuis que je suis en Espagne, j'avais quasiment pas marché avec d'autres, puisque à part un bonjour, au revoir, échanger 2-3 mots sur la terrasse d'un café, j'avais pas forcément vu beaucoup de monde, puisque je vais pas dans les auberges. Mais au final, ça m'empêche pas de rencontrer des gens. J'en rencontre peut-être moins, mais c'est pas du tout grave. Et les gens que j'ai rencontrés, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les rencontrer et c'est super. Voilà, donc ça c'est pour la journée d'hier. Je pense que vous le voyez à ma manière de l'expliquer. C'était vraiment une très belle journée, des beaux paysages, une bonne marche, l'approche vers Santiago qui me plaît beaucoup, des rencontres qui m'ont fait vraiment, vraiment très plaisir. Vraiment que de bonnes choses, une excellente journée. Alors maintenant, j'en arrive à pourquoi j'ai fait la vidéo ici. Eh bien, j'ai fait la vidéo ici parce qu'on se trouve ici à la borne 100. Il s'agit en fait, là, derrière moi, de la borne des 100 km avant Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous prenez n'importe quel topo-guide, elle sera probablement marquée d'un point spécifique sur la carte. Il faut savoir, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais depuis que je suis en Galice, il y a des bornes comme ça, donc des bornes qui indiquent le nombre de kilomètres. Vous en avez comme 3 bornes par kilomètre. Vraiment, il y en a partout. Mais alors, elles ont un niveau de précision du style 107 km,385. Et puis un peu plus loin, vous allez voir 100 km,145. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de bornes comme ça, mais celle-ci, elle est toute particulière parce qu'il s'agit de la borne des 100 km,000. Ce qui veut dire, évidemment, vous l'aurez bien sûr compris, c'est que je suis exactement là où je suis, à 100 km de Santiago. Ce qui veut dire aussi que je suis bientôt à cette destination pour laquelle je crois que j'ai marché un petit peu moins de 2300 km au moment où je vous parle. Et donc, quand vous avez marché presque 2300 km, arrivé à une borne qui vous dit vous êtes à 100 mètres de l'objectif, ça fait quelque chose. Alors je le dis et je le redis, mon état d'esprit a bien évolué pendant
pendant le chemin et ça fait bien longtemps que je marche vraiment sur ce chemin en me disant que c'est le chemin qui compte et ma manière de voyager qui compte et pas la destination. Mais je vous l'ai dit aussi, quand on a un objectif comme ça et qu'on a mis tellement d'énergie, de temps là-dedans, ben, si on atteint l'objectif, ben, il n'y a rien à faire. Ça fait plaisir. Donc me voir me rapprocher de Santiago, ça me fait plaisir. Mais je suis dans l'instant présent et je n'ai aucune excitation d'y arriver. Je n'ai pas l'intention d'aller plus vite ou de me dépêcher pour arriver à Santiago. Santiago, c'est dans quelques jours. J'y serai quand j'y serai. Je ne sais pas ce que j'y ferai. Je ne sais pas quel jour ce sera. Et ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'au moment où je vous parle, je suis là, maintenant, ici, dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, eh ben, ça m'a fait plaisir de partager toutes ces explications avec vous. Ça me fait plaisir de me retrouver ici. Et ce sera la fin de la vidéo de compte rendu du jour. Donc avant de reprendre Jack qui est là un petit peu plus loin et de continuer encore quelques kilomètres pour aujourd'hui, je vais comme toujours vous souhaiter une très belle fin de journée. Et puis du fond de mon cœur, je vous souhaite à tous un très 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 bon chemin.